C'est bienvenue sur Gabon Première, c'est l'entre de la dernière sortie de cette semaine qui démarre avec plein d'invités. On préfère le dire ainsi, on parlera de droit pénal, on parlera également de l'environnement, de la protection de la terre et surtout de la lutte contre l'insalubrité. On parlera également d'entrepreneuriat, comment entreprendre avec nos invités. Ce sera vers la fin de l'émission. On aura également nos rubriques habituelles, qu'est-ce qu'on mange, le geste quotidien. Pour le moment, petite transition avant de retrouver les premiers invités de ce numéro. Pour tout savoir sur le Gabon, sa diversité culturelle et environnementale. Chaîne en continu pour vous permettre de vivre le Gabon autrement. Un thème pour animer votre débat, chers téléspectateurs. À quel âge, selon vous, devrait-on autoriser ou pourrait-on autoriser un enfant à effectuer une sortie, bien sûr, dans le sens ludique, sans accompagnateur? C'est donc la question du débat du jour. Vous pouvez dès à présent réagir sur la page Facebook de l'émission ou alors dans le groupe WhatsApp ou encore nous envoyer des SMS. Je reprends, à quel âge devrait-on ou pourrait-on autoriser, selon vous, un enfant à effectuer une sortie, bien sûr, dans le sens ludique, sans accompagnateur? Et nous accueillons donc les deux premiers invités de ce numéro de l'Entre-deux. Bonjour et bienvenue. Maître Oma Bertrand, je prononce bien Oma Bertrand. On a peut-être l'impression d'entendre Omar, mais c'est Oma. Voilà. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le président de l'Association gabonaise de droit pénal et c'est de cela qu'on va parler avec vous deux. Vous êtes accompagné de votre secrétaire général, du moins le secrétaire général de cette association-là, Maître Koulouando. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tous les deux avocats au barreau du Gabon, bien sûr. C'est exact. Alors, déjà, nous dire, c'est quoi l'Association gabonaise de droit pénal? Mais l'Association gabonaise de droit pénal est une association citoyenne parce qu'elle est établie sur la base d'une loi, la loi de 1962, qui est quasiment l'équivalent de la loi de 1901 française, celle-là. L'Association gabonaise de droit pénal est donc un ensemble de personnes qui se sont retrouvées pour réfléchir sur le droit pénal gabonais, mais d'abord constater que ce droit pénal est vieux de 1963, donc de 55 ans. D'accord. Et nous nous sommes dit qu'entre deux, parce que nous sommes aussi dans l'entre-deux voilà. du droit pénal, entre le droit pénal post-colonial et le droit pénal moderne. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps, depuis 55 ans? Nous nous posons la question de savoir ce qu'il y a eu comme avancée, et nous voulons être quasiment le stéthoscope posé sur le cœur du droit pénal gabonais pour le faire avancer, le faire évoluer les notions, faire évoluer les concepts, mais aussi faire évoluer et la politique et la philosophie pénale. Alors, c'est donc une association qui tend beaucoup plus à analyser, examiner le droit qu'à défendre véritablement. Non, il ne s'agit pas vraiment de défendre. D'accord. Quand bien même nous soyons des défenseurs dans le cadre de l'exercice de notre profession, puisque nous sommes d'abord avocats, mais nous aimerions que cette association puisse brasser et agréger toutes les activités de la vie, car le droit pénal est au cœur même de la cité. Il est au cœur de la cité parce que le droit pénal embrasse tous les aspects de la vie quotidienne. Et donc nous avons pensé, le secrétaire général d'ailleurs vous le dira tout à l'heure, nous avons pensé qu'il valait mieux ouvrir cette association à tous les citoyens, à tous les compatriotes, car le droit pénal, c'est tout le monde qui doit s'en préoccuper. Ok, on parlera tout à l'heure, comme vous l'avez dit avec le secrétaire général, de qui peut adhérer et comment adhérer. Depuis quand existe-t-elle, cette association? Mais c'est une jeune association qui existe depuis le 25 avril 2007. Et là, je cite la date... 2017 ou 2007? 2017. 17, d'accord. Voilà, depuis le 25 avril 2017, date de délivrance
du récépissé provisoire. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien de membres? Mais nous sommes à, on va dire, à près d'une cinquantaine de membres. Hein. Si nous intégrons ceux qui ne sont pas juristes, donc nous accueillons des universitaires, des professeurs de droit, des citoyens tout court, des citoyens lambda si vous voulez, et des élèves, des étudiants, des travailleurs, etc. Donc c'est une association ouverte à tout le monde, hein, pourvu que chacun apporte sa pierre à l'édification et à la positivité de ce droit. Alors justement, expliquez-nous un peu, monsieur le secrétaire général, c'est vrai qu'il l'a dit plus ou moins, mais comment vous pensez que chaque diversité en termes de domaine, bien sûr, d'action, vous avez parlé d'universitaires, vous avez parlé même des étudiants, voilà, comment toutes ces personnes peuvent aider à la mission, à accomplir la mission de cette association? Vous savez, pour construire une maison, on a besoin de plusieurs mains. C'est dans cet esprit que nous estimons que cette association ne va pas rester fermée exclusivement aux spécialistes du droit, parce que le droit pénal, en effet, il a dit, je vais le reprendre, est au cœur de notre cité. Et les problèmes qui se posent dans le cadre du droit pénal gabonais concernent tous les Gabonais, pas exclusivement aux universitaires ou encore aux avocats. C'est la raison pour laquelle nous estimons que chacun a effectivement un intérêt à quelque niveau qu'il soit pour pouvoir effectivement intégrer cette association et devenir membre. Alors quel est le cadre d'échange? Comment ça s'organise pour que toutes ces idées-là, de quelque bord qu'elles soient, puissent être mises sur la table? Alors ça s'organise par des rencontres. Soit déjà par des conférences, parce que nous avons déjà eu à organiser 2 conférences sur des thématiques différentes, bien évidemment. Nous pouvons positiver là-dessus parce que ça a eu un franc succès, les conférences en question. Il y a donc ces conférences, il y a également des rencontres qui se font au siège de l'association. Pour l'instant, le siège, nous l'avons élu à l'étude du président. Et ces rencontres se font de manière... elles sont périodiques, ces rencontres. Donc, comment participer à ces rencontres? Il suffit tout simplement de se rapprocher du secrétariat de notre siège, de prendre rendez-vous avec le président ou le secrétaire général. Ensuite, on écoute la personne et on fixe le cadre de l'entretien. D'accord, on reviendra donc tout à l'heure exactement avec tous les détails, bien sûr, les contacts et comment pouvoir adhérer à l'association. Je voudrais peut-être qu'on parle avec vous, Président, des actifs de cette association. Quels sont les chantiers qui ont déjà été entamés ou alors qui vont être entamés à court terme? Très bien. Il est évident qu'une association de ce type ne peut pas rester claustrée, n'est-ce pas, dans un cadre, se confiner dans une tour d'ivoire. Nous avons effectivement entamé d'abord des démarches auprès de l'Union européenne, auprès d'un certain nombre d'organisations extérieures. On va parler par exemple du Consulat de France, de l'ambassade de France. Nous avons également pris attache avec des organisations homologues, des associations homologues à l'étranger, l'association des avocats pénalistes du barreau de Paris, qui est un partenaire, et également l'Institut de droit pénal de Marseille, qui est également un partenaire. Donc nous avons entamé ces démarches, parce que nous avons aussi installé sur Paris une avocate gabonaise, qui est inscrite au barreau de Paris, qui s'occupe des relations extérieures, et qui est chargée donc de me représenter en France. Et nous avons à l'actif ces 2 conférences dont parlait mon confrère tout à l'heure, une conférence que nous avons animée sur le système pénitentiaire gabonais et une autre analyse que nous avons faite toujours dans le cadre d'une conférence portant sur la responsabilité médicale en droit pénal gabonais. Alors, nous avons en perspective, et je pense que c'est la suite logique de votre question, nous avons en perspective d'organiser une formation à Libreville, notamment à l'École nationale de la magistrature, une formation qui s'adresse aux magistrats et aux avocats sur l'exception d'inconstitutionnalité. Comment on présente cette exception, comment elle est reçue par le juge ordinaire, comment elle est ensuite reçue par le juge constitutionnel
et quels sont les critères d'examen de cette exception d'inconstitutionnalité, qui n'est pas la même chose que l'on retrouve en France, car en France, on a dépassé cette étape. Aujourd'hui, on parle de la QPC, c'est-à-dire la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'est pas la même chose. Donc, il faut donc pouvoir faire en sorte que nos avocats et nos magistrats se saisissent de cette question-là et sachent d'accord, la formation leur est adressée. Leur est adressée en prime et savoir exactement comment présenter, comment manier les mécanismes de droit et comment manier les lois en matière d'exception d'inconstitutionnalité. Vous avez parlé un peu ce que nous envisageons, mais nous souhaitons, si la perspective est encore pertinente, nous souhaitons que soit organisé par le ministère de la Justice, en collaboration évidemment avec l'association, les états généraux du droit pénal gabonais. Justement. Parce que les latins disent ubi societas, ubi ius, chaque pays a son droit. Et donc, si chaque pays a son droit, il nous faut nous poser la question aujourd'hui de savoir où se trouve le droit pénal gabonais aujourd'hui. Et je vous dis que ce droit pénal gabonais doit nécessairement, pour être utile et pertinent, avoir une plongée, donc un prolongement, un continuum sur la science pénitentiaire. Donc, le droit pénal ne s'occupe pas seulement du droit pénal pur, il s'occuperait aussi de toutes les sciences périphériques, n'est-ce pas, du droit pénal. Je pense à la science pénitentiaire, je pense à la criminologie, je pense au droit médical, ainsi de suite, à toutes les sciences périphériques du droit pénal. Justement, ça m'amène à ma prochaine question. Je voulais savoir quels sont les outils que vous avez pour pouvoir, comment je vais dire, accomplir véritablement la mission de cette association qui a envie de changer, de moderniser le droit pénal gabonais. Quels sont les outils que vous comptez Vous savez, les outils que nous avons sont d'abord constitués de la formation qui est nôtre, la formation de juristes et d'avocats que nous avons. Parce que ce droit pénal, nous le pratiquons quotidiennement. Nous le pratiquons quotidiennement. Nous en sommes quasiment des spécialistes, nous le pratiquons au quotidien. Et nous connaissons donc tous les problèmes liés à cette matière-là. Et donc, nos outils sont des outils de droit. Ce sont les lois qui sont là, qui sont aujourd'hui quasiment passées de mode, si vous voulez. Ce sont des lois qui ont besoin d'être revues, qui ont besoin d'être revisitées. Nous avons la loi, par exemple, qui crée le code pénal. Le code pénal gabonais, qui est de 1963. Et depuis 1963, on a eu une légère avancée, alors juste un point de touche en 2014, et c'est tout. Voyez-vous, il y a des notions qu'il faut revoir, etc. Je prends un exemple. La chambre d'accusation, on continue de l'appeler la chambre d'accusation. La chambre d'accusation, c'est celle-là qui est le deuxième niveau, au niveau des voies de recours, n'est-ce pas, par exemple, de tous les actes, de toutes les ordonnances du juge d'instruction. C'est la deuxième juridiction au-dessus. Mais cette juridiction au-dessus n'accuse pas. Pourtant, on continue de l'appeler chambre d'accusation. Ailleurs, on l'appelle aujourd'hui la chambre des appels d'instruction. Vous voyez, donc les notions ayant changé, l'esprit aussi change et les paradigmes doivent changer. Également absolument, absolument. Vous avez par exemple l'appel. Aujourd'hui, quand vous faites appel devant une juridiction correctionnelle au Gabon, eh bien, vous continuez à rester en prison. Mais non. Ailleurs, aujourd'hui, l'appel est devenu, si vous voulez, un recours suspensif. Quand vous avez fait appel, on suspend. On attend, n'est-ce pas, que la cour d'appel se prononce. Si la cour d'appel confirme, à ce moment-là, vous gardez prison. Mais vous ne pouvez pas tout de suite garder prison alors que vous avez un moyen de recours. Or, le recours au droit individuel est un droit qui a été effectivement consacré par le pacte international relatif aux droits civils. Alors, la cause de l'association, elle est noble, mais est-ce que vous avez l'impression, ou vous pensez pouvoir compter sur le soutien des autres juristes, magistrats, en tout cas vos autres confrères? Mais nous espérons bien, voyez-vous, les Chinois disent un chemin de 10 000 km commence toujours par le premier pas. Et je suis sûr qu'on en fera un deuxième, un troisième. Il ne faut jamais être défaitiste. Quand on veut faire quelque chose, il faut le faire ici et maintenant. Il faut toujours oser. Et oser, c'est notre credo. Nous osons, nous essayons d'oser, nous essayons d'être courageux, nous essayons d'aller de l'avant parce que le droit pénal, il faut le faire bouger. Si nous ne faisons pas bouger le droit pénal, eh bien c'est tout notre droit qui va l'emporter par ricochet et qui sera terme. Et c'est donc pour ça qu'au sein de l'association, vous en appelez à toutes les intelligences, pas seulement au sein du barreau, mais également... À toutes les intelligences, y compris la vôtre. Et je considère que dès aujourd'hui, vous êtes membre de l'association.
Voilà, justement, peut-être les médias pourraient vous aider à porter votre message, les communicateurs et autres. Comme vous le faites si bien ce midi. D'accord. Nous en savons gré. Voilà, c'est moi qui vous suis gré, qui vous sais gré d'être membre désormais de cette association-là. Je suis informée sur le plateau, merci. Merci de m'informer. Alors, comment faire pour adhérer? Je signale déjà aux téléspectateurs que j'ai ma fiche d'adhésion ici, mais comment faire pour adhérer si on n'a pas la chance de vous voir? Il y a un site internet, il y a une adresse mail. Quels sont les contacts ou alors le siège pour adhérer à l'association? Nous vous prenons sur parole sur votre adhésion. Voilà, d'accord, merci. Alors, l'adhésion se déroule de manière très simple. Vous venez au siège de l'association. D'accord. Ensuite, vous remplissez tout simplement ce formulaire. Il est où le siège? L'étude du président est située en face de l'Union médicale, voilà, à côté de Soga Presse. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ou encore peut-être un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est sur celui qui est sur l'affiche. Alors je vais le lire pour vous. Vous avez deux numéros de téléphone, le 01 44 26 10 ou le 06 24 45 27. Ou encore vous pouvez envoyer un mail, c'est ça, à l'adresse Oma Moussavou, H-O-M-A Moussavou 2S, @yahoo.fr. Voilà, donc après, si vous voulez des informations, je pense que vous les retrouverez sur la page Facebook de l'émission, bien sûr, ou alors dans le replay, vous pourrez resuivre attentivement le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon courage. Et on essaiera de vous accompagner autant que faire se peut. Peut-être parler du pénal, le journal. Le journal est aussi une création de l'Association gabonaise de droit pénal. Voilà. On peut montrer, oui, bien sûr. On peut faire voir à la caméra ce que c'est le pénal. Ça nous permet de véhiculer, n'est-ce pas, toutes les réflexions de l'association et de dire quelles sont les perspectives à venir. Le pénal qui en est au numéro 2, on le retrouve où? Ou alors c'est juste au siège? Juste au siège. Juste au siège. Il est gratuit. Il est gratuit pour le moment, d'accord. À l'avenir, peut-être qu'on réfléchira à faire en sorte. En tout cas, c'est toujours intéressant. Voilà. C'est à la fois une association qui sensibilise, mais qui informe également. Voilà, tout à fait. Dès qu'on devient membre, eh bien, on reçoit le journal. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez maître Bertrand Oma, qui est donc avocat au barreau du Gabon, mais également président de cette association gabonaise de droit pénal. Il était accompagné du secrétaire général, maître Koulou Ondo. Merci d'être passé sur le plateau de l'Entre-deux. On vous raccompagne avec un petit plat qui nous est concocté par une chef avec qui se trouve aujourd'hui Léa Virginie. C'est la rubrique Qu'est-ce qu'on mange tout de suite. Bonjour à tous, dans votre rubrique Qu'est-ce qu'on mange, on revisite les grands classiques de la cuisine gabonaise, mais on découvre également les talents culinaires. Aujourd'hui, je suis avec un talent culinaire, c'est une demoiselle, elle c'est Olivia Ntsamba. Bonjour Olivia. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Alors, quel plat vas-tu nous confectionner aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de faire un gratin de manioc. Et c'est quoi un gratin de manioc? C'est avec le tubercule de chez nous. Seulement, c'est un produit, il y a presque ça dans toute l'Afrique, le tubercule. Mais c'est un peu comme aussi la pomme de terre, dont il y a ça dans toute l'Europe, mais il y a 600 manières, bien 1000 manières de travailler ça, de transformer ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de travailler, de revisiter un peu le tubercule en forme de gratin de manioc. Très bien. Alors, quels sont les aliments, justement, pour réaliser ce gratin de manioc? Ça marche. Les ingrédients sont là. Donc, voilà la star, le tubercule lui-même. C'est ça. J'ai ma farine. J'ai mon lait. J'ai un petit peu de crème fraîche. Sel, poivre, noix de muscade. Et j'ai mon beurre. Voilà. D'accord. Et ça, c'est pour mon gratin à la fin. Le fromage, le fromage. Ok. Est-ce que c'est ta propre création ou... Oui, je veux dire, je pense que à l'improviste, je pense que je suis la seule. Je n'ai pas encore vu ça partout dans
pour aucun restaurant pour le moment. Il va te falloir beaucoup de concentration. Voilà. Moi, je suis juste à côté. Ça marche. On se dit à tout de suite pour la dégustation. Ok, merci. À tout de suite pour la dégustation. Ok. Bon courage. Merci, tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok. Je vais faire mon petit roux. Le beurre il a bien fondu. De la farine. Ok, maintenant je prends un petit peu mon lait. Voilà. Moi j'ai une astuce, j'aime bien mettre aussi la farine, la crème fraîche. Sel. Poivre. Et la noix de muscade. Je mets un petit peu d'ail. Et maintenant, je prends mes tubercules. Voilà. Faut pas tourner pour casser, faut faire légèrement un petit peu. Parce qu'on cherche à voir. Donc on a des rondelles quand on va enlever notre gratin avec le ramequin. On va fermer. On y aller dans 3 minutes, histoire que les tubercules soient un peu mous. Et on va attendre. Ok, on va voir si nos trucs sont prêts, mais normalement, c'est prêt. Pour prendre un cure-dent, c'est ça le secret. Vous prenez votre cure-dent, vous vérifiez, hop, c'est bon, ça rentre. Super. Et on va finir ça au four. On va essayer de bien disposer. Et quand on va prendre notre gratin, l'emporte-pièce, et on va mettre le jus. C'est ce jus-là qui va bien faire gratiner ça. Essayer d'appuyer un peu légèrement. Voilà. Et hop, on met le fromage. Voilà. C'est bon, et on le met au four. Et on attend juste la couleur. Bon, notre gratin il est bon. On va vérifier, mais normalement il est bon. Super. Oh. Bon, là moi j'ai un emporte-pièce, mais ceux qui n'ont pas d'emporte-pièce, ils peuvent juste le couper, voilà. Vous êtes à 4, vous êtes à 6, ça dépend. Mais là moi j'ai un emporte-pièce, donc je vais juste le... Voilà. Voilà notre gratin de mamie. Comme chaque après
après-midi, dans votre rubrique Qu'est-ce qu'on mange, on redécouvre l'art culinaire gabonais. Alors, Olivia, et ce gratin de tubercules de manioc, ça sent le fromage, ça sent très bon. On ne reconnaît plus le tubercule de manioc. Hein. Non, là, il a complètement transformé. Alors, d'où est venue l'inspiration de créer ce plat, cet accompagnement en fait? Parce que personnellement, moi, j'aime bien le tubercule, j'aime aussi bien le taro, les patates douces. Je pense que toute la famille sait. Et j'ai eu une idée, j'ai dit non, c'est possible. Parce que je voyais des chefs faire ça. J'ai dit non, je veux faire ça aussi un peu, pour essayer aussi un peu. Et puis voilà, c'est une recette à, voilà. Oui, c'est ma recette à moi. Très belle création. Voilà. Alors, Olivia, peut-être rappeler le numéro de téléphone à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Ok, le numéro, il est le 07 37 79 49. Alors là, vous avez participé à une démonstration culinaire, une création de notre talent culinaire Olivia Tsamba. Voilà. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez pris de notes. On se dit à très bientôt pour une autre recette, pour d'autres astuces. Nous, on va passer à la dégustation. On se dit à très bientôt. Ok, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. On passe à la dégustation. À très bientôt, Léa, et bon appétit à vous là-bas. Ça avait l'air très, très, très bon. On espère que vous penserez à nous pour une fois. À quel âge peut-on ou doit-on autoriser des enfants à effectuer des sorties ludiques sans accompagnateur? C'est donc la question en débat aujourd'hui. Et Benson Blessing, depuis Accra au Ghana, a réagi. Il dit « Je pense qu'il ne faut pas fixer un âge pour cela et même autoriser un enfant à effectuer ses sorties, même étant accompagné, car ce qu'il verra dans ces endroits pourrait le marqué à vie, positivement ou négativement. La logique voudrait qu'on attende que l'enfant ait un âge mature et devienne adulte pour qu'il ait accès à ses sorties. C'est son avis. On a également la réaction de Stéphane dans le groupe WhatsApp qui dit, je dirais donc vers 12 ans, car je suppose que selon le contexte gabonais, à cet âge, on est déjà habitué pour nombreux à se mouvoir seul, comme un grand, dans la ville, en allant au collège, lycée. C'est le cas de ceux qui ne sont pas déposés à l'école par leurs parents. Donc, à 12 ans, selon Stéphane, on pourrait déjà laisser l'enfant sortir tout seul, bien sûr, des sorties ludiques. On l'a précisé. On va accueillir à présent le deuxième invité de cet entre-deux. Il est jeune, il est entrepreneur, mais aujourd'hui, il a une cause particulière qu'il défend. Alex Okogo, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Vous êtes jeune entrepreneur, comme on le disait, mais vous êtes ici dans le cadre de l'association Moutambe, dont vous êtes le président. Justement. Moutambe, qui est une expression en dialecte, voilà, en langue vernaculaire gabonaise, Guissir, si je ne me trompe, et qui veut dire la terre. Exactement. Alors pourquoi avoir choisi d'appeler votre association Moutambe? Ah ben justement, parce que déjà, c'est le souci de se dire, on est Gabonais, on a une terre, chaque être humain a une terre. On est fait de terre, de toute façon. Lorsqu'on meurt, on retourne à la terre. Donc, l'association qui a été créée, c'était pour essayer d'inciter les Gabonais à prendre soin de leur terre. D'où l'importance de dire, on ne va pas prendre le mot français en disant, l'association s'appelle terre. Non, on va prendre le nom, un nom gabonais, et dire Moutambe. Donc, en langue vernaculaire gabonaise, ce qui fait la terre, en fait. Et donc, en 2017, en janvier 2017 précisément, vous lancez cette association. Elle est forcément partie d'un constat. Justement, c'est le fait de la surconsommation que nous subissons tous en tant que consommateurs, surtout dans les ménages. Lorsque nous consommons, tout ce que nous consommons, nous rejetons dans la nature. Dans la nature, particulièrement le plastique. D'accord? Donc, lorsqu'on regarde autour de nous, que ce soit dans la rue, que ce soit autour des poubelles c'était en bordure de route, on se dit, bon, il y a des poubelles qui sont là, on retrouve du plastique en pêle-mêle, dans la nature, au niveau des plages. Alors à un moment, on s'est dit, non, c'est pas possible, il faut bien qu'on arrête ça. Alors l'association s'est créée et s'est dit, on va protéger la terre. Protégeons la terre en quoi faisant? En sensibilisant les gens, disant, écoutez, d'accord, il n'y a pas de moyen de recyclage au Gabon, mais essayons de faire le minimum. Donc l'association a pour but d'inciter, de sensibiliser les populations à un geste, le geste écolo, de se dire, bon, je finis de boire un verre d'eau, je finis de boire une bouteille d'eau minérale,
je la mets dans la poubelle au lieu de juste la balancer dans la nature, juste comme ça, en espérant que quelqu'un vienne ramasser ça pour nous. Voilà un petit peu. Et donc, vous en avez fait votre principal cheval de bataille actuellement. Depuis quelque temps, vous avez lancé ce projet qui s'appelle Libreville Plage Saine. Dites-nous-en un peu plus. Voilà, c'est le fait que vous voyez, on a des versants d'eau qui vont dans la mer au niveau de la CNSS, par exemple, ou le pont de Guégué. Alors, tout ce qu'on consomme comme plastique, comme détrit, va vers la mer. Mais la mer ne recycle pas, donc elle rejette. Et lorsque vous longez les plages de Libreville, vous ne trouvez que du plastique, tout ce que la mer rejette, le long des plages. Alors que vous voyez, on a cette grâce d'avoir encore cette chance d'avoir des plages. Il y a beaucoup de pays qui sont enclavés, qui n'ont pas de plage. Nous, c'est un élément touristique. Mais lorsque nos touristes arrivent, qui regardent ces plages bondées de plastique, tout de suite on regarde la population, on regarde les Gabonais, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? On ne prend pas soin de notre littoral. Donc ça a été d'abord la première chose de se dire, toutes les personnes qui vont à la plage, que ce soit les pique-niqueurs, que ceux qui aillent passer une journée, essayez de faire le minimum. Le minimum, c'est de se dire, je m'assois là, je pique-nique avec mes enfants, ben, je vais essayer de nettoyer aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un petit peu ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti, on s'est dit, tous les 2 dimanches, on va dire toutes les 2 semaines, on va à la plage, on essaie d'inciter les gens à ne pas jeter de plastique ou à ramasser ce qui se retrouve là. Parce que ce n'est pas de la responsabilité d'une personne, c'est la responsabilité collective. Parce que nous sommes tous qui aujourd'hui... Bien sûr, il y a forcément quelqu'un qui jette avant que l'autre ne vienne pas ramasser. Qui aujourd'hui ne consomme pas de l'eau minérale? Par exemple. Tout le monde consomme de l'eau minérale. Déjà, on est contraint, on n'a pas le choix de toute façon. Donc à un moment donné, cette surconsommation fait aujourd'hui qu'on retrouve ce plastique, mais qui finit forcément à la mer. Parce qu'à un moment, quand il pleut, bon, et tout, les courants d'eau emmènent et ça se retrouve au niveau de la plage. Et comme on dit aujourd'hui, la mer ne recycle pas. Donc c'est à nous, c'est notre responsabilité en tant que consommateur de aussi faire le geste de l'enlever de la plage. Donc voici pourquoi cette action a été menée. Et votre action, elle ne se limite pas qu'aux passants et aux usagers, elle se limite également aux personnes, les tenanciers de bars et autres espaces de divertissement. Nous allons vers ces propriétaires de bars, on va dire, qui opèrent tous les dimanches, tous les week-ends, précisément. Et nous leur disons, écoutez, vous arrivez en matinée, que chacun nettoie sa devanture qui mène vers la mer. Si tout le monde, si vous avez 20 bars tout le long et que chacun nettoie devant chez lui, ça fera une plage propre. Voilà un petit peu. Donc c'est la prise de responsabilité de toutes les personnes. Il ne suffit pas seulement de venir se dire, bon, j'ai pris un petit lopin de terre, je fais mon commerce à la plage et je gagne mon fric et je m'en vais. Et qui ramasse tout ça? Qui est payé pour faire ça? Personne. Donc c'est une responsabilité. On leur a donné cette responsabilité en disant, OK, vous êtes ambassadeur de votre zone et vous ramassez à chaque fois qu'il y a... Ne vous posez pas la question de qui a balancé ça, juste ramasser. Et bien heureusement, ils ont joué le jeu. Et aujourd'hui, on essaie d'aller voir... Et ça fait combien de temps déjà que vous avez lancé ce projet? L'action a commencé en 2018, parce que ça, c'était l'action de 2018. En 2017, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans les quartiers. On est dans les quartiers et on cognait aux portes. Parce qu'on sait très bien que les ménages gabonais se retrouvent toujours avec plein de plastique. Mais bien sûr. Dommage que vous n'ayez pas cogné à ma porte. Voilà. Et on leur disait, bon, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire de vos plastiques? Bah, on va les balancer. D'autres nous disent, mais c'est pour, vu qu'on n'a pas d'eau, on va les remplir pour en consommer. D'accord. Alors on disait, si vous jetez, prenez le soin de les écraser. Pourquoi les écraser? De manière à ce que ça ne se retrouve pas juste dans la poubelle, parce que là, il y a des bonnes dames qui vendent... bien sûr, il y en a qui recyclent pour remettre de l'eau même d'ailleurs. Voilà. De l'eau, du bissap et tout le reste. De lait caillé et tout le reste. Mais le problème, c'est que celui qui va acheter son bissap ou son lait caillé, lorsqu'il l'a fini, automatiquement, il ne se pose pas de questions. Il balance. Il balance. Et la même dame reviendra 2 jours plus tard, elle reprend... Et elle nettoie juste un peu, elle remet le bissap, et hop. Et ce qui fait que ça tourne, là, ça tourne. Alors, lorsque la bouteille est compactée, surtout la bouteille de plastique, lorsqu'elle est compactée, c'est dur de reprendre cette bouteille. C'est dur de la souffler, de la remettre en état. Donc, elle ne sera plus utilisée. Et lorsqu'elle n'est plus utilisée, malheureusement, le deuxième aspect, c'est de se dire, bon, d'accord, au moins, elle sera jetée dans une benne à ordures qui sera emmenée du côté de la décharge publique, qui est là-bas encore un autre problème. Parce que l'entreprise commis, OK, je ne citerai pas le nom, qui a la responsabilité de collecter ces ordures, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les emmène juste à la décharge. Et à la décharge, qu'est-ce qu'on fait? On brûle. Vous imaginez, vous brûlez une tonne de plastique, ce que ça rejette dans la couche d'ozone. Donc en fait, la conséquence environnementale... est grave, à un point où vous n'imaginez pas, quoi. Donc à un moment donné, certes, aujourd'hui, l'association n'a pas encore les moyens d'aller titiller ces grosses structures-là pour dire, écoutez,
essayez de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas juste brûler à un moment donné. Mais donc déjà, la première action, c'est de ne pas jeter au sol, notamment les plages, d'entretenir l'environnement, ne serait-ce que de le rendre propre. Exactement. Après, on imaginera ce qu'on pourrait faire de ce plastique-là. On en parlera tout à l'heure, juste le temps de regarder quelques images. On vous a suivi dimanche dernier sur les plages de Libreville. On a vu un peu ce que ça donne, cette sensibilisation à l'assainissement, si vous voulez, et à la propreté des plages librevilloises. Regardez. Je dirais que c'est une très bonne action, vu qu'elle rentre justement dans le sens je vais dire ça comment, la protection de l'environnement, de notre bien-être. Donc c'est une action à encourager, mais je voudrais que ce soit une action en association avec le gouvernement, si je peux le dire ainsi. Parce que pour le recyclage, il faudra d'abord passer par une sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est je dirais, la responsabilité de l'ONG. Mais il faudrait aussi que le gouvernement ait la responsabilité de mettre en place des bacs à ordures, par exemple, sur des plages, voilà, parce que c'est surtout à la plage. Alors, c'est une vidéo qui a été réalisée récemment. On a envie de vous demander, est-ce que vous repassez quand même sur les lieux où vous avez déjà été? Quel est le constat qui est fait? Est-ce que la sensibilisation a pris, la mayonnaise a-t-elle pris? Oui, positivement, on peut le dire, parce que justement, le fait qu'on avait eu à sensibiliser directement les propriétaires de bars, on va dire, en bordure de plage, ça a réellement réveillé leur élan patriotique. Dans le sens où ils se disent, ouais, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas faire du commerce dans un endroit aussi sale. Donc ça serait bien, oui, d'accord. Donc ce qui fait qu'ils deviennent ambassadeurs de ces lieux. Donc aujourd'hui, lorsqu'on retourne, on voit que c'est un peu plus propre qu'avant. Peut-être pas parfait. Parfait, mais au moins il y a un effort qui a été fait, il y a un effort qui est fait. Et le fait qu'on revienne à chaque fois, leur relancer, tu vois, ils se disent, ouais, au moins c'est sûr, parce qu'ils nous disaient, ouais, oui, c'est sûr que c'est une action aujourd'hui, et après on ne vous verra plus, on leur a dit non, ça nous tient à cœur. Donc on sera là à chaque fois pour venir. Regardez, on a vu également, on vous voit sensibiliser des passants. Exactement. Et il faut peut-être signaler que parmi vos volontaires, il y a des personnes, enfin c'est pas forcément des membres de l'association, c'est des personnes qui sont juste, qui adhèrent juste à la cause. Parce qu'on a trouvé des pique-niqueurs, on a trouvé des gens qui passaient leur journée, qui faisaient du jogging et tout. Et toutes ces personnes ont réagi positivement en se disant, bah ouais, c'est super, on peut avoir un t-shirt. Au bout d'un moment, quand ils remettent le t-shirt, ils se disent, bon, pour l'instant, si on disait, si vous prenez le t-shirt, vous ramassez d'abord. Du coup, ils se disent, ouais, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour le t-shirt qu'ils ramassaient, c'est juste parce qu'ils acceptaient de jouer le jeu. C'est-à-dire, c'est quand même une plage, c'est la nôtre. Ouais, c'est pas dans un autre pays, c'est au Gabon, c'est à Libreville. Donc du coup, il y avait cet élan patriotique qui éventuellement sortait de ces personnes, de se dire, on va le faire. Donc ça a été positif, franchement ça a été positif cette action à la plage. Alors la question qu'on a également envie de vous poser, c'est qu'on a vu des sacs et des sacs pleins de déchets plastiques. Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça, c'est une bonne question. Alors là on se retrouve et on a merci avec les petits moyens qu'on a eu, on a acheté un petit lopin de terre quelque part où on va stocker ce plastique-là. On le stocke.
Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On est en train de discuter avec un bon nombre de partenaires qui sont à l'étranger, de dire, écoutez, bon, nous, au Gabon, on n'a pas encore de système de recyclage. OK, déjà, les majeurs qui sont là, qui produisent ce plastique, ne recyclent pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous le reprendre pour en faire quelque chose? Ouais. C'est pas seulement le vendre, mais le retransformer. En essayant de dire, on a un confrère qui est dans un pays voisin, qui en fait comment on appelle ça, des pavés. Des pavés, vous voyez. Alors, si on avait cette technologie, si on avait l'outil, on le ferait volontiers, de toute façon. De toute façon, on a des rues secondaires qui sont là, qui peuvent être mises en pavé. Mais le problème, on n'a pas encore les outils, on n'a pas encore les moyens de le faire. Alors, on stocke pour l'instant. Et le problème, c'est que lorsque le partenaire dit oui, on rachète en conteneur. Donc, du coup, il faut prendre un conteneur, il faut acheter, il faut le stocker à l'intérieur, il le renvoyer. Donc, pour l'instant, on le stocke, on le garde. Et en plan B, on se dit, bon, on va vers les partenaires qui les produisent, disent, écoutez, c'est bien beau de nous en vendre, ok, vous nous faites consommer du plastique, là, de l'eau minérale, okay, de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas boire l'eau de la pompe, on ne sait pas pourquoi. Et on se dit, bon, au moins, essayez de faire quelque chose pour ça, parce que vous ne pouvez pas juste vendre et ne pas mettre des pratiques en place de recyclage. Encore que ça rentre dans la RSE des entreprises également. Voilà. Ils ont une certaine responsabilité, et surtout les entreprises productrices de boissons, elles ont l'obligation de reprendre ces emballages-là. Normalement. Ouais. La suite des emballages les regarde, normalement, parce que si on était dans un pays qui se respecte, s'il respectait réellement notre pays, il l'aurait fait. Il serait ailleurs, il le ferait. Parce que c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix, vous produisez, il faut recycler. Mais vous ne pouvez pas, vous avez, il y a des entreprises, ils ont peut-être 5 à 6 produits en plastique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on produire et espérer que ça disparaisse dans la nature. Juste comme ça. D'accord, donc en attendant, vous les emmagasinez sur l'espace que vous avez. Voilà. Et un bon moment, un jour, on viendra quand on en a marre. On espère qu'on n'arrivera pas là, que d'ici là, peut-être il y aura forcément un retour des personnes concernées ou habilitées. Alors, parlez-nous des autres activités. On sait que vous avez également prévu une approche scolaire. Exactement. Parce que nous, ce qu'on a fait dans le second semestre de l'année 2018, on a prévu aller dans les établissements. Okay. Primaire, secondaire. Seconde phase, ça sera les lycées et universités. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'on se dit, bon, la génération des années 60, celle de 80, un petit peu, excusez-moi le terme, mais c'est un peu déjà pourri, ils ne peuvent pas comprendre, vous comprenez? Donc, on se dit, s'il y a une génération à sauver, ce sont nos gosses, nos enfants qui ont aujourd'hui 5, 6 ans, 7 ans, sinon 4 ans. Sûr. Parce que ceux-là seront les recycleurs de demain. Donc, si à cet âge-là, on commence à leur apprendre, à leur dire que le plastique peut être recyclé, réutilisé. Donc, il ne suffit pas juste de le balancer, mais on peut en transformer, faire un jouet. Donc, dans les établissements, on ira au primaire ou au secondaire, on leur montrera comment on peut transformer un plastique en jouet. Vous voyez un petit peu. Ce qui fait que si le petit adopte ça, il se dit, mais il verra son papa en train de jeter le plastique. Non, papa ne jette pas, on peut le recycler. Donc, c'est-à-dire l'éducation viendra de l'enfant vers le père. En jouet, c'est-à-dire par exemple une bouteille d'eau, est-ce qu'elle pourra devenir un jouet? Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez en faire un petit avion, vous pouvez en faire une petite gourde, vous pouvez en faire. Il y a tellement de choses à faire avec du plastique. Mais est-ce que ce serait la solution, puisque de toute façon, même les jouets finissent à la poubelle une fois qu'ils sont usagés? Est-ce que ce serait une solution véritablement? Oui, mais c'est déjà l'objectif, c'est de donner déjà une seconde vie, c'est de dire, en fait, c'est d'éviter. L'objectif, c'est d'éviter que le plastique aille dans la poubelle. Vous voyez, surtout dans nos poubelles, parce que nos poubelles sont incinérées. Vous comprenez? Et lorsqu'on brûle elles sont même déjà saturées. Hein. Voilà, il y a même pas de place, justement, parce que... Pourquoi c'est saturé? Parce qu'on ne pratique pas du tri sélectif. On devrait faire du tri, vous comprenez? Et lorsqu'on trie, ce qu'on devait brûler à la décharge de Mindoubé, ce sont les ordures ménagères, les peaux de banane, les feuilles de manioc et tout ça, les têtes de poisson, ça on peut brûler, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est comme canettes, plastique ne devrait pas être brûlé, ça devrait être recyclé. Alors si on faisait du tri, on aurait moins de décharges, on aurait moins de poubelles cumulées en bordure de route. Mais comme on ne trie pas à la maison... Mais le tri impliquerait aussi déjà d'avoir mis sur pied un système de recyclage. Ben justement, si on essaie de sensibiliser les enfants, donc les ménages, à se dire, dans vos maisons, essayez de trier vos ordures. Emmenez vers les bacs à ordures ce qui peut être brûlé, incinéré. Le plastique, la canette, essayez de le garder. Okay. On est en train de mettre des systèmes en place qui feront en sorte qu'on aura des bacs à ordures uniquement dédiés au plastique. Ok, ça sera marqué bien avec, voilà, pour des personnes qui n'en voient encore, qui ne savent pas lire, il y aura un logo qui dira plastique ou canette.
Vous comprenez? Ce qui fait que maintenant, avec un partenaire comme on va dire le groupe Averda qui est là aujourd'hui, on essaie de dire, écoutez, mettez-nous en place comment on appelle ça? Je disais le mot tout à l'heure, bacs? Des bacs à ordures, ok, en couleur verte ou en couleur jaune. ok. Nous allons prendre la responsabilité de sensibiliser les ménages afin qu'ils respectent justement ce tri sélectif qui sera pratiqué. Ça, c'est la responsabilité de l'association, d'aller vers les ménages et leur éduquer de manière pérenne pour qu'ils comprennent. Mais pour ça, il faudrait que justement le partenaire arrive à mettre en place ces bacs à ordures-là qui éventuellement seront... Et dire ensuite, bon, le vendredi, on va ramasser rien que le plastique, le lundi, ça sera les ordures ménagères, et tout le monde sera à l'heure. Tout le monde comprendra que, bon, là, je n'emmène pas le plastique aujourd'hui, je l'emmène mardi. Ça se fait ailleurs, ça peut se faire ici. On est des êtres humains. Je ne pense pas qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc, vous voulez carrément susciter toute une culture, en fait. C'est normal, ça serait bien. Les autres, ils ont commencé comme ça, vous savez, il y a encore 30 ans, ça ne se passait pas comme ça en Allemagne. Aujourd'hui, c'est instinctif, ils le font comme ça. Un gosse de 3 ans, il ne peut pas balancer un plastique par terre, il ne peut pas. Il va le garder dans son sac jusqu'à ce qu'il trouve une poubelle. Mais ça, on n'a pas encore ça dans nos cultures. Tu es dans un taxi, tu prends, hop, tu balances. Voilà, un petit peu. Et donc aujourd'hui, vous en êtes aux plages, après les plages de Libreville. Nous allons dans les écoles. Vous allez dans les écoles, et après les écoles, qu'est-ce qui est prévu? C'est justement ça, aller aussi justement discuter avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire, écoutez, voilà ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, essaie de trouver le moyen d'investir dans une centrale de recyclage. Parce qu'à un moment donné, quand on cumule ce plastique-là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous comprenez, c'est la question que vous avez posée. Donc il faudrait qu'on ait un accompagnement pour essayer de se dire, bon, voilà, on peut recycler, on peut transformer le plastique sur place, le transformer en pavé. Donc c'est une matière, comme on dit, c'est de l'or dur, mais c'est de l'or dur, c'est de l'or. Ouais, vous comprenez? Donc on peut éventuellement le retransformer. Et qui serait, on peut revendre aujourd'hui l'Angleterre, le Royaume-Uni vend ses déchets à la Chine. Donc c'est une manne financière. On peut vendre nos déchets. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si éventuellement l'État arrivait juste à regarder ça... Il est question de mener des réflexions. En ça serait un revenu. On est en train de chercher de l'argent, on se dit... Bon, oui, j'aime bien la tournure pour faire de l'ordure, Exactement. J'aime bien cette tournure. Merci beaucoup, Alex Okogo, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'association Motambe. Est-ce qu'il y a peut-être un moyen pour vous joindre? On a le numéro de téléphone qui devrait s'afficher normalement en dessous, au bas de l'écran, mais vous avez peut-être une page Facebook, un site internet ou une adresse? Oui. Le site internet est en train d'être confectionné. Là, il sera prêt dans, je crois, les 3-4 semaines qui suivent, précisément. La page Facebook est en train d'être mise en place, justement, parce qu'on avait besoin d'action. Voilà, Association Motambe. Motambe, on est déjà sur le... En tout cas, si vous frappez Motambe sur Facebook, vous retrouverez cela. Mais sinon, on est joignable par le numéro de téléphone 06 77 41 47. 06 77 41 47. Et donc, dimanche prochain, on vous retrouvera sûrement sur les plages de Libreville. Voilà. Je tiens à préciser que c'est une association qui est ouverte à tout le monde, tous les amoureux de la terre. D'accord. Sans distinction. C'est-à-dire, si vous aimez votre pays, si vous aimez le Gabon et vous êtes sensible à la destruction qu'on est en train de faire, parce qu'on est tous responsables, du moins toutes les personnes qui consomment de l'eau minérale devraient en être concernées. Oh, pas que de l'eau, hein. Toute personne qui sait qu'elle a l'habitude de rejeter ses déchets plastiques dans la nature. Coca, Fanta, Orange, sans publicité, tous les consommateurs il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne consomme pas, en tout cas, du plastique, tous les consommateurs de plastique, parce qu'en plus, il n'y a pas que des boissons qu'on consomme, c'est-à-dire qu'on boit. Il y a de Javel, par exemple, qui vient dans du plastique, il y a des vernis, il y a des tout ce qui est matière plastique. Voilà, tout ce qui est matière plastique, nous sommes tous, autant que nous sommes responsables. Donc voilà, nous sommes tous concernés. Nous devons tous prendre soin de notre terre et c'est d'ailleurs votre slogan. Exactement, prendre soin de notre terre. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de l'Entre-deux. On vous raccompagne juste avec cette transition. Mais les posters des tresses, c'est pour faire quoi? C'est pour nous montrer quoi? Sors de mon salon. Sors de mon salon. Tu es malade. Tu veux m'énerver le matin là? Je suis là au poste gay, avec les mêmes qualités que tu connais là, non? Aïe, 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 tu me fais mal doucement. C'est quoi? Moi, la petite là, la plus comme du quartier. Mais tu ne vois pas comment elle est en train de partir? Eh, calme. Calme. Si tu as quelque chose, même mon parfum. Elle arrache le sac, elle arrache les chaussures. Elle tire, c'est carrément la perruque. Même les bébés vieux jusqu'ici. Oh.
Stop. La dernière pêche, elle est où? Prends ça. Les vos bêtises que vous voulez faire là, moi je suis pas dedans. Ça c'est mon gars. Dans ce cas, levez-vous, allez voir ailleurs. Levez-vous, levez-vous. Tu es beaucoup parlé avec moi. Tu veux que je te tue? Regarde, toi tu es fou, hein. Regarde, remets-moi mon argent, sinon ça va mal finir. Sinon ça va mal finir, remets-moi mon argent. Tu dois utiliser ton pouvoir pour régler ce problème. Je vous ordonne de le libérer dans les secondes qui suivent. C'est la prison pour tentative d'assassinat et consommation de stupéfiants. L'article 3 du règlement intérieur de notre établissement interdit formellement ce genre de comportement. De retour sur ce plateau, la question est toujours en suspens. À quel âge, selon vous, devrait-on autoriser un enfant à sortir? Bien sûr, on parle de sortie ludique sans accompagnateur. Il n'y a pas d'âge approprié. Cela vient tout seul. C'est Stéphane Duchemin qui nous le dit depuis Port-Gentil. Magus, depuis Akanda, nous dit qu'il n'y a pas un âge strictement défini pour le faire, même si la loi fondamentale reconnaît un enfant adulte à partir de 18 ans. À mon avis, cela revient aux parents ou aux tuteurs en observant de près ou de loin, et ce de façon progressive, l'entourage de sa progéniture. Dans la société actuelle, il serait mieux pour tout parent de le faire à partir du moment qu'il sent des facultés rassurantes sur son ou ses enfants. Et nous accueillons les invités, ou les derniers invités. Ils ne sont pas derniers, il ne faut pas prendre ça. En tout cas, les troisièmes, voilà, j'enlève le mot dernier parce que j'ai des mines ici. Donc, les troisièmes invités de l'entre-deux. Bonjour et bienvenue, Chérine Boissard. Bonjour. Vous êtes là aujourd'hui pour le compte de Yali Gabon. En effet, oui. Voilà, et vous êtes accompagné de Geoffroy Fumboula Libeka. Je ne sais pas s'il faut encore le présenter. En tout cas, bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche. Vous êtes un des panélistes donc, de l'événement dont on va parler tout à l'heure. Il s'agit d'une conférence qui se tiendra donc demain ici à Libreville et qui parle de pourquoi devenir entrepreneur. Pourquoi et comment devenir entrepreneur. En effet, le projet est porté par l'association des alumni Yali Gabon. En fait, nous sommes une association qui est née grâce à un programme de formation initié par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, en 2010, qui avait pour objectif de soutenir les ambitions, sinon les efforts des jeunes leaders africains pour maintenir la croissance, la prospérité et la démocratie en Afrique. Donc, nous sommes revenus d'un programme, d'un programme qui se fait à Dakar, au Sénégal, et nous avons décidé de créer l'association des alumni Yali au Gabon. Donc samedi, on a décidé également de donner une formation dont Geoffroy est intervenant, qui vient donner des skills aux différents jeunes pour pouvoir savoir quelle est l'attitude, sinon le pourquoi et le comment de l'entrepreneuriat au Gabon. En fait. Donc c'est pour ça qu'on a décidé ensemble de donner cette formation samedi demain à 15h au niveau de Pompidou. Alors Geoffroy, on a l'impression que finalement l'entrepreneuriat c'est l'effet de mode. Hein. Rassurez-nous, ce n'est pas le cas. Ouais, en fait, c'est justement l'objectif de mon intervention de demain. Parce qu'il ne faut pas que l'entrepreneuriat soit perçu comme étant le point de chute de tous ceux qui n'ont pas d'opportunité d'emploi. Exactement, c'est l'impression que ça donne aujourd'hui. Malheureusement, il faut peut-être qu'on arrive également à sensibiliser davantage les initiateurs des différents programmes, parce que l'entrepreneuriat devient plus qu'académique. Pour preuve, pour pouvoir postuler un programme, il faut savoir faire un business plan. Donc, cela suppose qu'il faut avoir un certain niveau d'études. Or, quand on regarde l'environnement économique de notre pays, ceux qui développent l'économie n'ont pas un niveau d'études élevé. Donc, de facto, les programmes sont faits de telle sorte que ceux qui ont la volonté d'entreprendre, mais qui sont pénalisés à cause de leur niveau d'études, ne peuvent pas y accéder parce que les opportunités n'y sont pas. L'autre volet, c'est amener ceux qui veulent entreprendre à comprendre que soit on le fait par vocation, soit on le fait par suivisme. Mais quand on le fait par suivisme, les résultats sont immédiats. C'est le découragement et tout ce qui va avec, parce que l'entrepreneur, l'idée première de l'entrepreneur n'est pas de rechercher de l'argent. L'entrepreneur est censé apporter des solutions. Du point de vue social, il y a des entrepreneurs sociaux qui sont des modèles de réussite. Du point de vue économique. Donc, mon intervention demain consistera à aider ceux qui veulent entreprendre. Premièrement, à déterminer la nature de l'entrepreneur qu'ils souhaitent être. Est-ce que tu veux être un entrepreneur dans le cas du commerce? Est-ce que tu veux être un excellent manager? Est-ce que tu veux être un business angel? Parce que le cas aujourd'hui,
On a des personnes qui travaillent, qui ont suffisamment d'argent, mais qui n'ont pas le temps pour se consacrer uniquement à une idée, mais ils veulent lancer une idée. Or, ces personnes, en fait, ont plus une posture d'entrepreneur, investisseur. C'est-à-dire qu'ils gagneraient à investir dans des structures assez intéressantes et voir comment négocier une meilleure prise de participation. Mais ces personnes n'ont pas ces informations. Ce qui fait que quand elles ont l'argent, elles pensent qu'avoir l'argent, c'est déjà une assurance pour pouvoir réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut également amener ces jeunes, ceux-là qui veulent entreprendre, à comprendre qu'on n'entreprend pas pour faire plaisir aux gens. On entreprend parce que nous sommes convaincus qu'on peut apporter une solution. Malheureusement, nous sommes dans un environnement où ça devient un peu comme l'effet de mode. Je prends un cas simple. Une personne veut lancer un commerce, ouvrir une boutique, mais il va refuser d'épouser la culture du commerçant. Quand on voit nos frères ouest-africains qui ont leur boutique, mais dans leur boutique, ils divisent une partie, c'est leur chambre, l'autre partie, c'est leur commerce. Mais combien de Gabonais qui veulent entreprendre dans le cadre du commerce peuvent accepter? Parce qu'il faut faire plaisir aux autres. Il ne faut pas qu'on sache que non, là où je travaille, c'est là ma chambre. Donc, en fait, il y a différents paramètres et on va essayer ensemble demain de discuter autour de ces éléments. Également partager certaines notions de leadership, parce que l'entrepreneur, c'est celui qui est censé avoir une vision, premièrement. Il faut qu'il apprenne à développer son potentiel. Malheureusement, pour beaucoup de ceux qui veulent entreprendre, ils ne veulent pas investir sur le facteur potentiel. Combien acceptent de venir prendre part à des formations, même quand elles sont gratuites? Ce que tous les entrepreneurs recherchent, c'est le financement. Parce qu'ils croient que le financement est la solution à leurs problèmes d'entrepreneuriat. Mais non, on peut te remettre tout l'argent du monde, mais si ce que tu proposes comme idée n'est pas du tout intéressant, personne ne sera là pour consommer tes produits. Ton entreprise ne saurait exister et se développer que parce qu'elle propose des solutions intéressantes. Et c'est la satisfaction à cette solution qui va te procurer de l'argent. Ne vous êtes jamais arrivé d'aller manger quelque part, le plat est à 1000 francs, vous êtes tellement satisfait que vous donnez un pourboire, quelquefois 2 fois supérieur. Donc ce n'est pas tant la valeur, mais c'est le service. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on va partager demain avec ceux qui viendront. D'accord. Et qui est attendu? La cible, c'est la jeunesse, les jeunes, les étudiants, surtout les étudiants, parce qu'on va du principe que être étudiant et entrepreneur, c'est deux choses qui peuvent se faire ensemble en fait. Tu peux étudier et être entrepreneur également. Donc on va donner l'opportunité à ces étudiants-là de vivre non seulement la vie scolaire, mais également la vie de la vie, comme j'ai l'habitude de le dire. Se donner l'opportunité d'entreprendre avec les outils qui sont nécessaires. Mais on sait également qu'à côté de Geoffroy Foumbla-Libeka, vous avez une autre intervenante. Nous avons également Madame Elvire Rivaza. Quels seront les thèmes ou les thématiques abordées par elle? Comme le thème général l'indique, pourquoi et comment devenir entrepreneur. Geoffroy interviendra sur le pourquoi et Madame Rivaza sur le comment on fait. En tant que psychologue, je crois qu'elle devrait aborder la partie où on devrait normalement d'abord se sentir apte et capable, sinon fier de soi-même, se connaître soi-même pour pouvoir entreprendre. C'est déjà important. Et donner l'esquisse de l'entrepreneuriat. Alors, c'est peut-être à elle que j'aurais dû poser cette question, mais je vais quand même la poser puisque vous êtes là tous les deux. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes au contact de la jeunesse régulièrement, que les jeunes Gabonais sont prêts à l'entrepreneuriat ou prêts à faire face ou à faire corps avec l'entrepreneuriat? Bon, il y a une certaine volonté, mais qui reste essentiellement motivée par les différents programmes, c'est la recherche de financement. Comment est-ce que cela se manifeste? Eh bien, vous allez voir que les jeunes sont intéressés à entreprendre quand ils entendent parler d'un programme. Ou au finish, il y a un financement. Mais beaucoup de jeunes ne sont pas prêts à s'investir d'eux-mêmes. Moi, je prends mon cas et c'est l'expérience que j'aurais à partager. Je ne suis pas encore un succès de réussite, comme je le dis tout le temps. Je vis toujours accumulé dans ma vieille maison blanche, je n'ai pas l'éternité. Voilà, donc je me suis donné une vision, j'ai un objectif à atteindre, je paye le prix. Moi, j'ai lancé ma structure, j'étais sur le banc d'école en master. Je n'ai jamais déposé un dossier quelque part. Je me suis construit avec ma bourse, enfant de prolétaire que je suis. Et ce que je fais aujourd'hui, j'essaye de minimiser les coûts pour me faire plaisir et maximiser dans le cas des projets que je souhaite. Donc, il y a une question de volonté. Je n'ai jamais participé à un concours pour aspirer à avoir quelque chose. Donc on se développe de soi-même. Je pense que c'est ce que les jeunes, sinon les Gabonais, doivent apprendre à faire. Ne pas forcément tout attendre de l'État. C'est vrai qu'il y a des financements et autres, mais il faut d'abord qu'on se dise, si on veut se lancer, c'est parce qu'on va apporter quelque chose, on va apporter une valeur ajoutée. Et il faut qu'on apprenne également à payer le prix. Payer le prix, c'est comme je le disais, ça ne coûte rien. De prendre part à des formations. Vous verrez demain, cette formation qui est gratuite, mais vous pourrez compter le nombre de personnes qui viendront. Et ce sont ces personnes, quand elles vous croiseront dans la rue, qui vous diront « Oui, mais j'ai envie d'entreprendre, il n'y a pas de financement. »
Il n'y a pas de financement. Oui, ben en fait, il n'y a pas de financement. Mais tous ceux qui ont réussi dans la vie, dans le domaine de l'entrepreneuriat, n'ont pas forcément attendu un financement pour arriver. L'invitation particulière que je veux adresser, c'est également à nos jeunes des quartiers sous-intégrés. Il ne faut pas qu'ils se sentent exclus de ce type de programme. Voilà, donc l'entrepreneuriat n'a pas de niveau d'études et tout ce qui va avec. Qu'on sache lire ou pas, le plus important, c'est qu'on ait la volonté de faire quelque chose. Donc l'opportunité y est. Je pense que si les jeunes des quartiers sous-intégrés s'investissent dans l'entrepreneuriat, ce sera assez intéressant parce que ça permettrait également de réduire le niveau d'insécurité quand on sait que bon nombre des jeunes qui sont identifiés comme étant des braqueurs et tout ce qui va avec sortent souvent de nos quartiers. Donc il faut également qu'à ce niveau, il y ait une prise de conscience de leur part. Il faut qu'ils acceptent de venir vers la connaissance. Il faut qu'ils acceptent également d'apprendre, de partager en expérience et pour pouvoir devenir autonomes et également contribuer au développement de leur quartier. Vous avez dit quelque chose au départ qui a été assez intéressant. Aujourd'hui, les jeunes, pour la plupart, ont l'impression qu'on ne se lance dans l'entrepreneuriat que lorsqu'on n'a pas eu un emploi à la fonction publique ou dans un grand bureau ou dans un ministère, enfin, dans une entreprise privée ou autre. Quel est le discours que vous tenez à ces jeunes-là? Est-ce que vous lui dites non, ça ne sert à rien, continue d'espérer ou alors? En fait, il y en a qui pensent qu'être entrepreneur, en fait, c'est vraiment c'est un hobby. C'est lorsque tu n'as rien à faire et tu décides, par exemple, d'acheter des tomates et de vendre. Non. Quand on est entrepreneur, c'est un travail, en fait. Comme il disait tout à l'heure, le boutiquier qui a sa chambre et qui a sa boutique en même temps, mais qui nous vend du pain au quotidien, il travaille. À la fin du mois, il a peut-être le double salaire de fonctionnaire d'État, en fait. Donc, il faut que les jeunes se rendent compte de ça, que les petits métiers sont des grands métiers, en fait, parce que ce sont sur ces métiers-là que se base l'économie. C'est avec ça qu'on paye les impôts, qu'on fait tout. Le fonctionnaire qui est dans son bureau, il fait son travail, c'est vrai, mais le boutiquier également fait son travail. Donc, il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de ce genre. Normalement, on devrait estimer le travail d'entrepreneur également comme celui de fonctionnaire. Alors, est-ce que peut-être la méthode ne devrait pas être celle contraire à celle qui est appliquée actuellement, c'est-à-dire montrer que la vie d'entrepreneur, c'est pas du tout rose, dire qu'en fait, être entrepreneur, c'est tout sauf de la rigolade. Peut-être on aurait là de vraies volontés d'entrepreneurs et non des personnes qui vont dire je fais ça en attendant que mon dossier passe. Exactement. Effectivement, moi essentiellement quand je donne des formations dans ce sens, je m'appuie sur ce facteur-là, cet élément, pour amener à comprendre que ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça que je parlais de vocation. J'ai coutume de dire aux gens, si vous entreprenez sans pour autant qu'une idée ne brûle en vous, posez-vous encore des questions. Il n'y a pas de honte également à rechercher un emploi. Il ne faut pas qu'on se sente complexé parce qu'on parle d'autonomisation. Donc moi également, je me mets dans la vague pour que je ne sois pas exclu. Comme je dis tout le temps, des in the place. Moi également, je suis dans la place. Les autres sont entrepreneurs, pourquoi pas moi? Voilà, donc c'est une question de vocation. Il y a de ceux-là, par exemple, qui n'ont pas la vocation à entreprendre. Mais ils sont excellents, ils peuvent être des bons managers. Il y a de ceux, comme je disais, qui ont des moyens, mais qui n'ont pas le temps. Il faut également qu'on essaie de remodéliser l'environnement entrepreneurial. Il faut qu'on essaye d'amener chacun à se positionner dans son couloir et amener toutes ces personnes-là à travailler ensemble. Je prends un cas simple. Si une personne a des moyens et qu'elle se découvre comme étant investisseur qu'entrepreneur, vous voyez que cette personne sera plus apte à aider celui-là qui n'a pas les moyens, mais qui a la fibre, qui peut se concentrer au développement d'un projet. Donc là également, à notre niveau, il y a un peu d'égoïsme. C'est-à-dire qu'on veut, comme on dit souvent, on veut tout gérer en même temps. On veut tout gérer, c'est-à-dire... Tout le monde veut être patron de son entreprise. Exactement. Personne ne veut accepter d'être au service de... L'autre souci, c'est qu'on veut gagner 100% d'1 million, mais on refuse de gagner 10% d'1 milliard. Quand on sait que 10% d'1 milliard, c'est 100 millions, voyez-vous. Mais dans le 10% d'1 milliard, cela présume que les 90 autres pourcents, eh ben on est répartis, on a identifié des compétences pour pouvoir les motiver à nous accompagner. Zuckerberg ou les Bill Gates, qui sont les hommes les plus riches du monde aujourd'hui, ne sont pas 100% actionnaires de leur entreprise. Ils ont appris à s'ouvrir aux autres, à rechercher une compétence. Mais quel est notre environnement? Quelle est notre conception de l'entrepreneuriat? Le Seigneur m'a parlé, tu seras un grand entrepreneur, voilà l'idée. Quand je me lève, je n'ai pas les compétences dans différents domaines, mais en fait c'est mon idée, il ne faut pas que j'en parle. Sinon on va me la voler. Sinon on va me le voler. Même si quelqu'un me dit non, j'investis dans ton emploi, non, j'ai pas envie de donner Et on ne peut pas arriver. Malheureusement, c'est ce qui nous tue. Regardez comment nos communautés, nos frères ouest-africains fonctionnent. Posons-nous la question, comment se fait-il qu'un gars il arrive en pirogue, le lendemain, il est super boutiquier.
ils gagnent le capital où? Et parce qu'ils savent travailler en communauté. Ils savent donner aux autres parce qu'ils savent qu'en donnant, ils gagnent en retour. Malheureusement, notre mentalité n'est pas encore... On est dans une posture d'égoïsme. J'ai reçu, c'est pour moi, je ne partage pas aux autres. Mais on ignore qu'en le faisant, se ferme également les portes à nous-mêmes. On peut réussir, je vous assure, Blanche, on peut réussir sans pour autant investir, sortir financièrement un franc. Et donc peut-être il faudrait recommencer au niveau des conférences et des rencontres, peut-être recommencer au niveau de la base même. Pourquoi est-ce que on devrait peut-être pas être entrepreneur? Oui. Peut-être c'est à ce niveau-là que des associations comme la vôtre interviennent. En effet, l'association des alumni Yali au Gabon a ce challenge-là pour 2018, en fait, d'amener vraiment la jeunesse gabonaise à s'intéresser aux choses utiles. Vraiment se rendre compte qu'on peut faire l'entrepreneuriat, on peut étudier, on peut être entrepreneur tout court, même si on n'a pas fait d'études, mais vraiment développer cette fibre-là de dire qu'on a des acquis, on peut les développer ensemble, parce que seul on va vite, mais ensemble on va très très loin. Donc être unis dans l'entrepreneuriat, apporter des projets qui vont développer la communauté, surtout impacter positivement. En fait. Et à dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est peut-être ça. En fait, j'insiste là-dessus. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Si tu as une idée qui brûle en toi le soir quand tu dors et qui brûle en toi le matin quand tu te lèves, cela sous-entend que sur plus de 7 milliards de personnes sur Terre, c'est toi que Dieu a choisi pour pouvoir la réaliser. Bien sûr. Et cette idée peut être dans le domaine de l'administration. Tu as envie de rendre l'administration plus performante. Ça peut être dans le cadre de l'économie, dans le cadre du social et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, ce qui nous tue, nous, c'est que ce qui brûle en nous, on étouffe ça pour pouvoir se conformer en fait à l'environnement. On parle d'entrepreneuriat, ce qui fait que si tu as même une fibre sociale, tu as dit non, en fait, ça ne cadre pas, je perds mon temps, la bonne ne gagne pas de l'argent, il faut que je lance un projet d'entreprise. Tant que tu n'arrives pas à faire corps avec ton projet, c'est pas évident, effectivement, que tu puisses prospérer, que tu puisses te développer. Mais je rappelle encore que le projet peut être dans le cadre de l'administration, ça peut être dans le cadre du salariat, comme ça peut être dans le cadre de l'entrepreneuriat au sens économique, au sens social et tout ce qui va avec. Donc il faut d'abord, premièrement, que celui qui va entreprendre se retrouve, premièrement. Et ce n'est que s'il arrive à se retrouver qu'il pourra embrasser l'environnement qui entoure le type d'entrepreneur qui s'est choisi. Et après, derrière, il pourra motiver des personnes, si ce n'est que des personnes viendront vers lui, vers elle en tant que personne, parce que les personnes vont se retrouver, les personnes seront intéressées et tout ce qui va avec. L'entrepreneur doit être un influenceur. Et on aura moins des entreprises qui font 2 jours, 2 semaines, exactement, 80% n'arrivent pas à atteindre la 3e année d'existence. Peut-être la faute aussi revient à ces cabinets qui vous aident à monter votre entreprise. Il faudrait qu'à ce niveau, qu'on puisse dire ton projet n'est pas viable. Ah non, mais le projet, en fait, le projet peut être viable, très viable même. Là n'est pas le souci. Le souci, c'est l'adéquation entre le porteur de projet et le projet. Tu peux avoir un bon projet, mais si toi, en tant que porteur de projet, tu n'es pas motivé, tu ne fais pas corps avec ton projet, en fait, ça ne matche pas, ça ne passe pas. Le problème, c'est le porteur de projet. Tu viens me voir, moi, en tant que cabinet, parce que je le fais, monte-moi un projet, je te le monte. Mais non, derrière, est-ce que tu as la fibre, tu as la volonté? Ça, le cabinet ne peut pas le détecter. C'est toi seul qui sais. Et on a beaucoup de personnes qui entreprennent par opportunité. C'est-à-dire, là, par exemple, il y a des compétitions internationales. C'est l'oncle qui a la signature, il te dit monte rapidement une entreprise, tu la montes, ok, il t'accorde des financements. Une fois que l'activité est finie, l'entreprise meurt et tu te plains que bon, voilà, j'ai lancé mon business. Peut-être à ce niveau interviennent aussi les aînés, les modèles en termes d'entrepreneuriat. Il faudrait peut-être tendre la main, encadrer beaucoup plus. C'est pour ça déjà qu'on a eu droit à Geoffroy comme intervenant et Madame Revaza, parce qu'on va du principe que les aînés ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont vécu la chose avant nous, donc ils peuvent léguer déjà en fait les informations que nous on n'a pas. Donc nous on est une jeune association, on est des jeunes entrepreneurs. Geoffroy a plus d'acquis par rapport à moi sur l'entrepreneuriat et Madame Revaza également. Donc on a jugé utile. Par rapport à quoi? On a jugé utile de se faire accompagner par les meilleurs. Sinon, des gens qu'on connaît et qui ont déjà montré sur le terrain ce qu'ils valent.
pour pouvoir mener cette Et ça nous fait penser à une autre rencontre de l'entrepreneuriat, c'est le salon Anto Business dans sa deuxième édition qui reviendra très très bientôt au Gabon. C'est donc cette rencontre de formation, d'information et d'échange autour de l'entrepreneuriat, même si c'est limité entrepreneuriat féminin, mais l'entrepreneuriat à la base reste l'entrepreneuriat, il est universel. Merci beaucoup Geoffroy Fumboula-Libeka et Chérine Boissa, merci d'être passé sur le plateau de l'Entre-deux. On espère vous revoir très bientôt. C'est nous qui vous remercions. Moins vous, plus vous. En tout cas, revenez quand vous voulez. On vous invite samedi. Voilà, donc c'est demain à partir de 15h à Ogelabs, c'est ça? Non, au niveau de Awax Music School, situé à Pompidou. Dans la cité Pompidou, premier arrondissement. D'accord. Cité Pompidou, Awax Music Hall. Oui, peut-être un numéro de téléphone. 06 92 13 88. Allons-y doucement en regardant la caméra. 06 92 13 88. D'accord. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, voilà, en plus. Gratuit et on aime bien ce qui est gratuit. Au moins, on ne paye pas, on rentre et puis on parle. Merci, c'est très... Il y a un bonus, je crois, il y a un bonus. Il y a un jeune entrepreneur qui a développé un outil informatique de gestion pour les auto-entrepreneurs. Donc, vous pouvez avoir la gestion de votre compte bancaire, de la comptabilité et tout ce qui va avec. Vraiment pratique pour les auto-entrepreneurs qui ne veulent pas encore embaucher des gens pour pouvoir travailler avec eux. Ah ouais, à lui, je le veux sur mon plateau, en tout cas. Il viendra. Je saurai. Vous êtes avec moi, mais comme tu ne veux pas me voir. Non, non, pas vous, lui seul. Je saurai comment faire pour l'avoir. Merci d'être passé sur le plateau. Je vous raccompagne donc avec le geste quotidien. C'est des éléments du quotidien qu'on utilise et on ne sait pas que quelque part, ils sont des dangers pour la santé. Aujourd'hui, on parle des poêles anti-adhésives. Les produits chimiques perfluorés utilisés pour fabriquer des revêtements anti-adhésifs sur les poêles ne sont pas dangereux en eux-mêmes. Cependant, lorsque les températures excèdent 230 degrés Celsius, la surface de la poêle extrait une certaine quantité de substances nocives. Les chercheurs danois ont trouvé que la présence de ces produits chimiques toxiques dans le sang humain peut causer le développement de cellules cancéreuses. De retour sur le plateau de l'Entre-deux pour clôturer. C'était donc la dernière de cette semaine. Vous avez été nombreux à nous suivre et vous avez réagi au thème du jour. Merci pour votre attention. Lundi, vous retrouverez Irène Dembe pour votre émission. Quant à moi, je m'en vais pour ce que vous devez imaginer. Bien sûr, on se retrouvera dans quelques semaines, toujours avec le même plaisir. Mais n'oubliez pas, l'Entre-deux reste votre émission. Vous pouvez toujours participer via la page Facebook, le groupe WhatsApp ou encore par SMS. Vous retrouverez donc lundi Irène et toute l'équipe de l'Entre-deux pour vous servir. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end à tous.